parler de domination idéologique, c'est pas des grands mots de philosophes, c'est des choses très concrètes, quoi. C'est acheter des journaux, acheter des chaînes, acheter des réseaux sociaux, acheter des journalistes ou fabriquer des journalistes adéquats. C'est d'abord rudimentaire, même s'il y a des moyens un peu plus sophistiqués, mais ceux-là sont voilà, d'une simplicité basique. La victoire de Donald Trump aux États-Unis et la montée du RN en France sont-elles les conséquences d'une lutte des classes? Gérard Mauger, sociologue, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques et directeur de recherche émérite au CNRS, s'est intéressé à cette question. Mais d'abord, en 2024, peut-on encore parler de classe sociale? On ne peut pas considérer l'univers social comme un univers socialement homogène. Il est différencié, très très différencié par rapport à ces deux critères essentiels que sont le capital économique et le capital culturel ou le capital scolaire, qui fait que on peut y distinguer des classes au sens le plus ordinaire du mot classe. Hein, c'est le résultat de classements. Voilà, comme on peut faire des classements économiques et des classements culturels, et bon, même les deux à la fois, eh ben, on est amené à distinguer des classes au sens où c'est des classes d'individus différents par rapport à ces deux critères. Les classes sociales sont toujours présentes, elles se définissent aussi par leur mobilisation. Les gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites ou encore des agriculteurs peuvent être considérés comme des mouvements issus des classes populaires. Mais qu'en est-il de la bourgeoisie? La bourgeoisie, c'est ce que Bourdieu décrit comme le champ du pouvoir, c'est-à-dire le lieu qui concentre et organise, mutualise en quelque sorte la domination qu'elle exerce dans différents univers de pouvoir, à la fois dans le champ économique, mais aussi dans le champ politique, mais aussi dans le champ juridique, mais aussi dans le champ idéologique, mais aussi, etc., un peu partout, dans le champ culturel, etc. C'est-à-dire que la bourgeoisie, elle est répandue partout, quoi, et elle est capable de s'organiser. Ce que j'ai essayé de montrer, pas moi seulement, hein, je me suis beaucoup appuyé sur les recherches qu'ont fait d'autres collègues pour montrer les formes de coordination qui font exister, qui font la mobilisation de la classe bourgeoise. Je pense par exemple à un travail, voilà, pour citer des trucs très, très matériels, un club comme le Siècle. Bon, voilà, est une façon d'incarner très concrètement ce que je viens de dire là. Le champ du pouvoir, ça a l'air très abstrait comme ça, mais le siècle, c'est pas du tout abstrait, quoi. C'est tout à fait concret. Hein, c'est des dîners qui réunissent régulièrement les grands de ce monde dans différents univers très différenciés, mais qui se coordonnent, qui sont capables de se mobiliser, de s'organiser, de communiquer, de faire l'état des problèmes du moment, de comment y faire face, etc., et qui en débattent entre eux et se mettent d'accord. Bon, c'est une forme d'organisation de classe qui n'est pas ce qu'était, je sais pas, moi, en un temps, le Parti communiste français pour la classe ouvrière, bien sûr, ça fonctionnait autrement. Mais d'une certaine façon, c'est un équivalent. C'est une forme d'équivalent social, qui est un mode d'organisation qui permet à une classe d'exister en tant que classe, c'est-à-dire de mettre au jour ses propres intérêts, ses priorités du moment, ce qui est important à ses yeux, etc., sur comment faire, comment gérer tout ça. Voilà. Mais ces luttes des classes expliquent-elles que l'élection présidentielle américaine ait été favorable à Donald Trump? Oui, beaucoup de commentateurs de la victoire de Trump aux États-Unis ont dit que la classe ouvrière blanche et latino, c'était avec voté pour lui, quoi. Bon, voilà, avait voté pour lui au lieu avait cessé de faire confiance aux démocrates, etc. Bon, euh, voilà, ça c'est un aspect de la question que je crois on peut difficilement nier. L'explication sociologique du vote des classes populaires, c'est pas une chose simple. Hein. Je ne dis pas du tout que ce soit une chose simple. Est-ce que ces votes sont conformes toujours à leurs intérêts, etc. Certainement pas. Ils sont conformes à ce qu'ils croient être leurs intérêts, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais en l'occurrence, ce qui permet de ce genre de commentaires, c'est que de fait, bon, l'inflation terrible qui est eu aux États-Unis, ça voulait dire aussi vous voyez, une baisse du pouvoir d'achat des gens. Ils voient ça d'abord, plutôt que les débats politiques. Bon, ils voient ça de loin, quoi. Bon, c'est parce que ça les passionne pas forcément. Hein, ça les intéresse plus de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre dans le frigo et pouvoir me faire, oui, pour pouvoir envoyer les enfants à l'école, quoi. Bon, c'est des préoccupations beaucoup plus immédiates, terre à terre, auxquelles les gens réagissent d'abord, quoi. Bon, et ils peuvent croire que bon, on s'est foutu de leur gueule et
que celui-là, ça va être mieux. En tout cas, ce sera pas pire, quoi. Bon, vous voyez, c'est des considérations, à mon avis, très terre à terre de ce genre-là. Peut-on trouver une explication similaire dans le vote pour l'extrême droite en France? Pourquoi les gens votent RN? C'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est à voir aussi avec des choses du type de celles que je disais là. Je pense que c'est ce qu'ils croient être leurs intérêts vus de loin. Le premier étant, ceux-là, on ne les a pas essayés. Les autres, on a déjà donné. Hein. Bon, les autres, on a déjà vu. On a vu ce que ça a donné. Merci du cadeau, quoi. Donc, on les déteste. Voilà, c'est d'abord ça. Il y a ceux qu'on peut plus blairer parce que ça va, on a donné. Bon. Et puis, bon, le RN, il bénéficie, je pense, beaucoup de l'aspect de la nouveauté relative. Hein. En tout cas, il a bénéficié longtemps de la nouveauté. Hein. C'est du genre, on ne les a pas essayés, ceux-là. Peut-être que ce sera autrement. Une chose est certaine, en France comme aux États-Unis, les électeurs des classes populaires privilégient l'abstention plutôt que le soutien à un parti politique.